Bon, c'est parti. Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans le webinaire. Est-ce que vous pouvez juste m'indiquer par un commentaire si vous m'entendez bien, si tout va bien, si tout le monde est là, si c'est bon pour moi et c'est bon pour vous? Donc, on est ensemble pendant une petite heure pour aborder un sujet extrêmement vaste qui pourrait nécessiter, plusieurs, heures, voire plusieurs jours. Et l'ambition aujourd'hui, c'est de voir, quand on parle de ludopédagogie et de gamification pédagogique, comment les utiliser pour vraiment renforcer les actions de formation. Je suis Jérôme Boquet, j'ai fondé Ecos Concept il y a de nombreuses années. J'utilise et je pratique à très haute dose la ludopédagogie et la gamification pédagogique. Et donc je vais vous partager, un certain nombre d'éléments. J'ai fait des choix. Et n'hésitez pas à poser des questions, à échanger, à partager, de façon à ce qu'à la fin, tout le monde se dise: «J'ai bien fait de venir». Voilà, donc si vous avez des questions, des attentes, des points particuliers, mettez-le dans la conversation et j'y répondrai soit au fil de l'eau, soit à la fin. Et n'hésitez pas, si vous voyez que je ne réponds pas à une question, à me la reproposer quelque temps plus tard. Bon, pas tous les 30 secondes parce que mais au bout de 5 minutes, n'hésitez pas à me relancer. Alors, je représente Ecos Concept et depuis des années, on intervient en formation dans le fait de renforcer la capacité de nos apprenants à mettre en place un certain nombre de choses et vous voyez en haut les sujets qu'on traite le plus souvent, hein, la réussite des priorités, la gestion de projet, du changement, manager et cetera, et puis en dessous, on mobilise un certain nombre de modalités pour arriver à tout ça. Et si on regarde les précédents webinaires, les 8 précédents webinaires que j'ai animés, que vous trouverez sur notre chaîne, on a, 3 webinaires autour du management, hein. Alors, on parle beaucoup avec tout le monde de management hybride, mais on va plutôt passer au management adaptatif, c'est-à-dire comment j'adapte et je m'adapte et j'aide mon équipe à s'adapter. On a aussi renforcé la proactivité et l'autonomie des équipes et puis comment réussir en tant que manager. L'intégration des IA dans le quotidien des équipes. Alors, ce n'est pas un webinaire sur les IA, c'est un webinaire sur l'intégration par les managers des IA. Il y a eu ensuite une série, enfin, il y a eu une série de 3 webinaires autour du projet et du changement et des transformations. Il y a besoin, et on le voit aussi dans le monde de la formation, de réussir des projets de conception, hein, il y a aussi le fait de renforcer la capacité des managers à conduire les changements, mais aussi les formateurs et formatrices, car de plus en plus, on est amené à animer des formations dans des transformations et des changements, et puis le fait de renforcer la résilience des collaborateurs, et c'est des éléments qu'on va retrouver aussi dans l'usage du jeu, qui peuvent permettre d'aider à certains moments, les personnes à prendre conscience de ce qu'elles réussissent à faire ou comment s'approprier quelque chose qui arrive en le vivant de façon décalée. Et enfin, il y a 2 autres webinaires très importants, qui sont, aider les collaborateurs et tout le monde à prioriser dans un monde qui bouge, et puis un webinaire sur le tutorat, le mentorat et cetera, parce que c'est un élément extrêmement important. Donc ça, c'était par rapport à ça, mais aujourd'hui, j'ai souhaité revenir sur un élément du comment, hein, qui est en dessous, et on va aujourd'hui travailler sur la gamification, les parcours pédagogiques. C'est quelque chose qui est extrêmement important et donc là, on va rentrer sur les moyens, hein. Les 8 autres webinaires sont sur le quoi et le pourquoi, et à l'intérieur de nos actions par rapport à ces sujets-là, on va utiliser la gamification et la ludopédagogie. Alors, quand on parle de ludopédagogie et de gamification pédagogique, je vais vous partager tout de suite, quelques définitions, histoire qu'on parle des mêmes choses. J'ai choisi volontairement que 4 termes, hein, quand j'accompagne, des formateurs ou formatrices, on rentre plus dans le détail, mais on va retrouver 4 grands termes qui sont utilisés: ludopédagogie, gamification ou ludification, serious game, jeu sérieux, et puis jeu pédagogique. Alors, il y a d'autres termes après, mais on va rester sur ces 4 là, et ce que je vous partage, c'est ce qui est le plus répandu. Après, il peut y avoir des personnes qui ont des visions différentes, mais voilà les éléments. Donc, si on regarde la ludopédagogie, c'est utiliser des jeux pour rendre l'apprentissage plus engageant, mais surtout plus efficace. La gamification, c'est prendre des mécanismes, l'esthétisme ou l'esprit du jeu dans un contexte autre que le jeu, et on verra qu'il y a plusieurs formes de gamification. Le jeu sérieux, alors jeu sérieux, point important, hein, c'est pas du tout un jeu vidéo, les jeux sérieux existaient bien avant les jeux vidéo. En 1970, Clark App parlait de jeu sérieux, hein, c'est un jeu qui a une vocation, sérieuse,
et on peut avoir des jeux sérieux vidéo qui sont pas du tout des bons jeux sérieux, comme d'excellents jeux sérieux qui n'ont pas du tout de vidéo. Mais vous voyez, on n'est pas là pour jouer, on est là pour atteindre un objectif, une intention. Et enfin, vous avez le jeu pédagogique. C'est un jeu qui va être utilisé pour former dans le cadre, d'une séquence de formation. Alors, si on regarde, ce qui est intéressant, c'est qu'André Tricot, qui est un des spécialistes de la pédagogie, et s'il y a quelqu'un dont vous devez regarder les webinaires et lire les livres, c'est bien André Tricot. Il dit avec humour que la pédagogie, la formation est un sujet où régulièrement il y a de nouveaux entrants qui arrivent, ne connaissant pas ce qui a été fait avant. Ils ont l'impression que c'est nouveau parce qu'ils le découvrent. Et donc, vous avez ici le cycle de la hype, de l'effet de mode de Gartner, qui précise qu'à l'étape 0, ça n'existe pas. À l'étape 1, on commence à en parler. À l'étape 2, c'est génial, c'est formidable, il faut en mettre partout, c'est la solution à tout. À l'étape 3, il y a un peu le ouais, c'est bien, mais quand même, c'est pas si terrible que ça. À l'étape 4, c'est ça sert à rien, c'est nul, c'est mort. À l'étape 5, c'est bah, oui, d'accord, mais dans certains cas, si on l'utilise d'une certaine manière, ça peut être super efficace. Et à l'étape 6, ça est devenu un outil normal, un outil comme les autres qu'on va utiliser. Vous voyez, l'IA générative, on est quelque part entre le 2 et le 3. Hein, l'escape game, on est quelque part entre le 2, le 3 et le 4 et le 6. Voilà, donc ce que je veux partager aujourd'hui, c'est les retours d'expérience que l'on a quand on a fait le chemin, et ça fait quelques années que je fais ce chemin, et puis comment bien utiliser ces éléments-là. Mais vous aurez régulièrement des nouveaux acteurs qui vont arriver en disant c'est génial, c'est formidable, et c'est effectivement génial et formidable, mais pas à n'importe quelle condition. Si on regarde actuellement, alors la bonne nouvelle, et moi je suis un joueur, j'adore le jeu, c'est qu'il y a maintenant beaucoup de jeux. Avant, quand j'ai démarré, il y a quelques années, il n'y avait pas beaucoup de jeux. Maintenant, c'est même l'effet inverse. Moi, je connais beaucoup de concepteurs pédagogiques et de formateurs et de formatrices qui ont tellement de jeux que finalement, bah, ils se disent comment je peux utiliser les jeux que j'ai achetés. Et c'est là le drame, hein, parce qu'on le verra après, en formation, on n'est pas là pour jouer. Par contre, l'intérêt, c'est qu'ayant de multiples jeux à notre disposition, on va pouvoir choisir tel élément ou tel autre. Hein, mais il y a effectivement actuellement beaucoup de jeux, enfin, de trucs qu'on appelle des jeux et qui ne sont pas forcément des jeux, mais tant que c'est utile en formation, pourquoi pas. Alors, il y a un autre effet de mode, un petit clin d'œil. Voilà, alors clairement, hein, si on n'a pas participé à une fresque en 2024, c'est qu'on a raté l'année. Alors, 2023-2024, c'est l'année des fresques. Ça a démarré par la fresque du climat, les fresques, enfin, il y en a plein. Bientôt, il y aura la fresque des fresques. Oui, c'est un outil intéressant dans certaines conditions, avec des étapes. Mais si on regarde le métaplan, moi, quand j'ai démarré dans les années 90, il y avait déjà du métaplan. On collait des post-it, on collait des cartons, on faisait des processus, on se posait des questions sur le processus. Et me concernant ainsi que de nombreuses autres personnes que je connais, on a fait des fresques. Avant, ça s'appelle des fresques. Et l'idée étant de visualiser des éléments, d'amener les participants à bouger, à échanger, à partager. Donc, c'est très bien, mais le piège, c'est de vouloir que dès qu'il y a un problème, on va faire une fresque. Hein. Donc, je vous propose un petit clin d'œil sur ce que je constate. Alors, bien évidemment, pendant ce webinaire, je vais parler des trains qui arrivent pas à l'heure. Et puis, des solutions qu'on peut apporter. Je connais un grand nombre de gens qui proposent, des serious games, de la création, et cetera, qui font leur métier très correctement et qui ne tombent pas dans les pièges dont je vais parler. Mais finalement, si vous êtes venus à ce webinaire, c'est alors oui, André Tricot, Tricot. Alors, c'est plutôt quelqu'un, c'est un chercheur, un enseignant qui intervient, sur la pédagogie, il forme des enseignants, mais si on traduit légèrement ce qu'il dit par rapport aux adultes, c'est tout à fait intéressant. Et il a écrit toute une série de bouquins, Mythes et réalités sur la pédagogie, les innovations pédagogiques, on apprend en jouant, apprendre par le numérique. Il regarde dans la science ce que la science dit et il en tire des enseignements qui sont très intéressants. Voilà. Alors, maintenant, grand classique, ça démarre souvent comme ça: «Au secours!» Bah, voyez-vous, mes participants, nos collaborateurs, voilà, ils dorment, ils décrochent, ils parlent entre eux, ils veulent pas venir, il y a pas d'effet, les évaluations sont mauvaises, enfin bref, souvent ça démarre par ça, par un constat du fait qu'il faudrait faire quelque chose, d'accord? Que ça soit en présentiel, en distanciel, en synchrone ou en asynchrone, hein, effectivement, mais en asynchrone, il y a encore plus de personnes qui décrochent.
hein. Déjà en synchrone, quand on les a en salle, on a le corps, il faut avoir l'esprit, mais quand on les a à distance, il risque de n'avoir ni le corps ni l'esprit. Et par rapport à ça, le risque, il est de, bah, écoute, ouais, on a une idée, on va mettre un jeu. Ah ouais, ouais, on va mettre un jeu, ouais, super, on va mettre un jeu parce que tu sais, le jeu, c'est génial. Puis moi, j'aime bien jouer. Et puis, pareil que les jeunes, ils aiment le jeu. Et puis, pareil que l'humain apprend en jouant. Et puis, pareil que trois petits points. Et donc, on va mettre du jeu. Parce que, après tout, on se dit, et c'est logique, ils vont jouer, hein, ils vont jouer, on voit des photos. Et puis, grâce au jeu, eh ben, ça va être formidable, hein. Et puis, bah, souvent, c'est formidable, mais on atteint souvent, des difficultés qui sont, nombreuses. Bah, il y a des gens qui vont dire: «Tout ça, c'est très bien, mais on a réussi le jeu, on a bien joué, ah, c'est bien, hein, j'ai appris un nouveau jeu». D'accord, mais le sujet qui concernait la réussite des changements: «Ah mais non, mais on a bien joué. Il était sympa le jeu avec les spaghettis et machin». Et alors concrètement, ça donne quoi? Bah, non, il était sympa le jeu avec les spaghettis et le chamallow. Voilà, parce que ce qui va être important, c'est pas le jeu, c'est qu'on fasse le lien. Et puis, on a aussi de plus en plus, à juste titre, des participants qui vont dire: «On a trop joué. Moi, j'ai du boulot, si je viens une journée ou 2 journées en formation, c'est pas pour passer la moitié de mon temps à jouer». Et puis, il y a des gens, ils ont droit, à juste titre, dire: «Je n'aime pas le jeu». Et donc, l'un des éléments dans la ludopédagogie et la gamification pédagogique, c'est qu'on va se servir des éléments du jeu ou d'un jeu pour augmenter l'efficacité. On n'est pas là pour jouer, hein. Si on aime jouer, bah, on se trouve des amis, on se trouve un club et puis on joue. Quand on est en formation, on va se servir de ces éléments-là pour augmenter l'efficacité. Et l'un des éléments dont on va se servir, hein, alors j'ai pris la version ancienne, mais que je trouve plus simple à présenter aujourd'hui, hein, des 4 degrés concernant la réussite de Kirkpatrick. On a bien au niveau 1 la réaction. Alors oui, à la fin de la formation, ah, c'était sympa, c'était chouette, c'était cool, on a bien joué, le formateur était sympa, on a bien mangé. Et ça laisse une bonne émotion, parce qu'on peut avoir une émotion très positive par rapport au fait qu'on a joué, qu'on a fait des choses sympas, mais c'est pas pour autant qu'on aura appris des choses. Or, ce qui va nous intéresser, en tant que formateur et en tant que pédagogue, c'est qu'il y ait de l'apprentissage. L'apprentissage va être: j'apprends des choses nouvelles, comme je réactive des choses que j'avais oubliées, comme je formalise des choses que je faisais, sans forcément les avoir explicitées. Mais le plus important, ça va être qu'il y ait un transfert. Or, si on joue, le risque, c'est qu'on apprenne à jouer, alors que l'objectif, c'est par la gamification et par l'usage de certains éléments du jeu, que nos apprenants, soient plus capables dans leur situation réelle. Et puis ce qui va être important, c'est le résultat. C'est-à-dire qu'on puisse mesurer le fait que, par l'utilisation de la gamification et de la ludopédagogie, le résultat est meilleur que l'autre. C'est-à-dire que si pour atteindre le même résultat, là où sur une, pédagogie classique, on mettait 1 heure et qu'il faut 3 heures avec le jeu, bah, il y a peut-être 2 heures de trop, hein. Donc on va vraiment travailler, sur à quoi ça sert. Alors, il y avait une question: «Que pensez-vous du Lego Serious Play?» Je pense que c'est une très bonne, c'est une très bonne façon de de transformer ses idées en éléments concrets, hein. Vous le Lego Serious Play, c'est par rapport à un sujet, je me sers du Lego pour construire ma réponse, mais ce que j'ai construit a peu d'intérêt. L'intérêt, c'est comment je vais, en parler. Et effectivement, le Lego Serious Play, je m'y suis intéressé, mais je ne suis pas allé plus loin parce que j'en avais pas besoin. Il rentre bien dans le détail, que le but, c'est pas d'utiliser le Lego. Le Lego est un prétexte pour, et on va scénariser un certain nombre de choses qui permettront d'arriver au résultat. Et moi, je connais des personnes qui utilisent le Lego Serious Play comme un vrai outil pour avancer. Et puis d'autres, bah, on va jouer au Lego. Et après tout, pourquoi pas? D'accord? Alors, je continue un petit peu à avancer, et j'ai remarqué, alors ce que je vous propose, c'est de mettre dans la conversation, est-ce que vous aussi, à quel monstre pédagogique vous avez été confronté? Alors volontairement, je fais exprès, hein, je parle que des monstres que j'ai rencontrés. Bien sûr, j'ai rencontré des super trucs. Un de nos clients, on travaillait pas avec lui, hein, c'est un jour, il nous montre un jeu en disant: «On veut un jeu dans lequel les gens réfléchissent à leur avenir professionnel et on utilise Juggle Speed». Autrement dit, on pose la question et l'équipe qui répond la plus rapidement en prenant le totem répond. Ben non, si on veut que les gens réfléchissent, se projettent, on fait pas un jeu de rapidité. Alors les jeux de cartes, autant les jeux de cartes, c'est super, autant, bah, il suffit pas d'avoir des cartes, de poser des cartes, de mélanger des cartes et d'échanger des cartes. C'est un peu limité. Alors le quiz à gogo, en plus avec l'IA actuellement, vous demandez à ChatGPT de vous faire 12 quiz de 22 questions, il vous les fait.
Hein, je vous rappelle que le quiz valide une connaissance temporaire qu'on a au moment où on pose la question. Jeu trop jeu. Alors ça, c'est le risque quand on fait appel à un game designer ou à quelqu'un qui aime le jeu, c'est qu'il fait un jeu pour jouer. Or, on n'est pas là pour jouer. Ou alors trop de temps de jeu. Sur une journée, on va passer les 3 quarts du temps. Je me souviens un jour, un groupe que je proposais qu'on fasse une activité ludique. À la fin de dire, ah, c'était sympa, c'était bien parce qu'on a fait une formation il n'y a pas longtemps où sur une journée, on a joué 80% du temps. À la fin, il y a eu un vague débriefing et puis il nous a dit, bon, maintenant, vous savez ce qu'il faut faire, merci. Autre point, jeu et pas de pédagogie. On joue, puis il se passe rien avant ou il se passe rien après. Mode de jeu. Alors, effectivement, on crée un moteur de jeu, puis après on se dit: «À quoi ça va servir?» Non, ce qui va être important, c'est: je dois atteindre un objectif. Moralité, j'ai besoin à un moment donné d'un truc qu'on va appeler un jeu. Moralité, quel est le moteur que je vais utiliser qui permettra d'atteindre l'objectif? Grand classique sur les sujets un peu pénibles, pas forcément très glamour, c'est, ce qu'on appelle le chocolat sur le brocoli, c'est-à-dire, je mets un jeu sur un thème pas terrible, moralité pas terrible, pour des gens qui ne le connaissent pas, on est d'accord, hein. Moralité, c'est moins pire. Non, il y a un vrai travail à faire sur rendre le sujet plus intéressant. Moi, je suis intervenu sur le référentiel, qui était un qu'ils appelaient en interne le référentiel de la mort. C'est-à-dire quand ils étaient, conviés à la formation d'une journée, ils présentaient le référentiel. Bah, en le travaillant différemment, en travaillant sur l'utilité de ce référentiel et en mettant des activités ludiques, à la fin de la journée, ils ne voulaient plus partir et en plus, ils disaient: «Mais le référentiel, il est bien et on voit comment s'en servir». J'ai demandé à 2 personnes que je connais bien, Stéphane Moriou, hein, qui travaille énormément sur le feedback, et Pierre Monclos, DRH de Youno, qui a beaucoup écrit sur les évolutions des RH dans le monde des startups, des licornes et autres, de me dire 2 exemples, chacun de mauvais usages, du jeu pédagogique et cetera, et tous les 2 sont tombés d'accord sur l'escape game pour le recrutement. Alors, j'ai rien contre un bon escape game bien fait, bien dégamifié pour le recrutement. Il y a nombreuses années, pour rentrer dans mon école de commerce après le bac, j'avais réussi l'écrit et puis on s'est tous retrouvés dans une salle et à l'époque, les recruteurs de cette école nous avaient mis dans un jeu, et comme je pratiquais beaucoup le jeu, je me suis très vite rendu compte de ce qu'ils attendaient par rapport au jeu. Moralité, durant le jeu, j'ai fait ce qu'ils attendaient de quelqu'un qui jouait. Moralité, j'ai eu 20 sur 20, j'ai eu la meilleure note à ce truc-là. Moralité, j'ai joué au singe savant. Hein, le risque quand on propose un escape game pour le recrutement, c'est qu'on sélectionne soit des gens qui aiment les escape games et qui ont l'habitude, soit qu'on ne sélectionne pas des gens qui sont pas à l'aise dans l'escape game. En tout cas, on va se dire quel est l'intérêt. Mais faire un assessment, mettre en place des situations, pas de problème. Hein, pour un de nos clients, on a dégamifié un escape game. Alors dégamifié, si on vire les jeux qui servent à rien, on vire les trucs en trop. On a enlevé du jeu dans un escape game qui avait été créé par un game designer qui est très très bien, et c'est devenu quelque chose d'utile parce qu'on avait enlevé des éléments de jeu. Et puis, bah, le piège, hein, c'est le formateur trop joueur. Moi, je suis un très grand joueur, mais quand je suis en formation, je suis là pour aider mes apprenants. Je ne suis pas là pour me faire plaisir. Hein. Si je veux me faire plaisir, j'achète, j'achète des jeux et je joue avec des copains. Alors, escape game d'intégration, pareil. Hein, je vois marqué escape game d'intégration. Quel est l'objectif de l'escape game? Hein, si c'est pour courir comme des dératés dans un couloir, si c'est pour sortir le premier de la pièce, non. Si par contre c'est dans un temps limité, avec des énigmes riches qui sont utiles, où on prend le temps de réfléchir, de mieux se connaître et d'apprendre des trucs, la réponse est oui. Je parle bien de l'escape game pur dans lequel vous avez 45 minutes pour sortir d'une pièce, dans lequel tout le monde se dépêche de lire ce qui est marqué sur les murs, parce que le but, c'est de sortir. Je ne parle pas de l'escape game pédagogique qui est fait pour ça, et bien fait, dans lequel on va le scénariser, on apprend des choses avant, on apprend des choses après. Alors, est-ce qu'il y a des choses que vous avez marquées sur des choses qu'il ne fallait pas faire? Quiz à gogo, et cetera. Alors, un des points importants, effectivement, hein, le risque, c'est qu'on essaie de renforcer une mauvaise formation en mettant un jeu ou de la gamification. Alors, ça sera peut-être moins pire qu'avant, mais ça sera pas mieux. Et si on regarde, je vous présente juste les actions qu'on met en œuvre, hein, pour vous donner un exemple de ce que ça fait. Et pendant longtemps, heu, on créait des jeux pour nous, on faisait des jeux pour nous, on intervenait dans les formations, puis progressivement, on a été amené à aider d'autres personnes. Alors, je vous raconte un peu le parcours d'Ecos Concept, qui est le parcours de ma vie, mais je vous le fais en court. Moi, j'adorais, les
les figurines en plastique, Strange, Titan, Marvel, les super-héros, la science-fiction, Tolkien, et cetera. Et en 81, j'ai découvert le jeu de rôle, Donjons& et Dragons, l'Appel de Cthulhu. Vous voyez, tous ces jeux autour d'une table où on joue entre copains, le soir, et cetera. Et puis en 88, on a commencé à faire nos premières animations auprès de jeunes, de publics en difficulté, dans des écoles, et on utilisait le jeu de rôle. Et en 90, on a commencé à intervenir en entreprise. En 91, j'ai créé avec un partenaire Ecos Concept. Entre 91 et 95, on faisait beaucoup de jeux de rôle, beaucoup de jeux pédagogiques, etc. Et c'était super et c'était chouette. Sauf que la bonne nouvelle, c'est que on est passé d'animer une journée de formation ou 2 jours, où les gens nous quittaient en disant c'est sympa, c'est super chouette. Mais sauf que moi, j'ai commencé à avoir des groupes. Un mois plus tard, ils revenaient, 2 mois plus tard. Et je me rendais compte qu'ils se souvenaient des jeux qu'on avait proposés, mais pas forcément de ce qu'on avait travaillé. Et c'est là où j'ai commencé à faire marche arrière en me disant, à aller dans le niveau 3, 4 et 5 en me disant, non mais ok, c'est bien de jouer, mais ça dépend de ce qu'on fait avant, ça dépend de ce qu'on fait après. Et en 98, effectivement, on a séparé l'activité. Mon associé de l'époque a repris tout ce qui était jeu de rôle, théâtre d'entreprise, tout ce qui était effectivement modalité. Et chez Ecos Concept, on a continué sur de la pédagogie, de la conception de parcours. Et actuellement, en 2024, on va utiliser le meilleur de ce moyen quand ça peut effectivement aider. D'accord. Et donc, par rapport à ça, on va avoir 3 niveaux. On va proposer à nos clients des formations dans lesquelles il y a un subtil dosage à très forte valeur ajoutée de formation classique, managériale, sauf que la façon de faire n'est pas classique. On va aussi concevoir des dispositifs ou des parcours qui soient synchrones, asynchrones, en salle, à distance, dans lequel on va justement gamifier et mettre quelques activités. Et ce qu'on fait beaucoup maintenant, ce que je fais beaucoup énormément chez Ecos Concept, c'est d'accompagner des équipes pédagogiques internes, c'est-à-dire des formateurs, des formatrices, des concepteurs, et on va renforcer en fonction de ce qui est nécessaire. Et quelquefois, ça démarre par on veut créer un jeu, et finalement, on va démarrer par revenir sur la pédagogie, revenons sur ce que c'est que piloter un projet, revenons sur ce que c'est que scénariser une formation, revenons sur ce que c'est que, etc. Et à un moment donné, on se dira, une fois qu'on a retravaillé ça, voyons maintenant, et c'est ce que je vais vous proposer après, voyons maintenant comment on peut rendre ça plus efficace. C'est bon, je ne vous ai pas perdu jusqu'à maintenant? Ça va? Oui. Alors les 4 niveaux de Kirkpatrick, à un moment donné, c'est ce que j'ai évoqué. Effectivement, je vais y revenir après. Dites-moi si c'est bon, dites-moi s'il y a des questions. Parce que maintenant, je vais aborder, des conseils pour, comment faire. Allez-y. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des points? Alors j'essaie de remonter, mais il y a beaucoup d'interactions. Donc si à un moment donné, il y a un truc où j'ai pas vu. Voilà, merci. Kirkpatrick, c'est top. Oui, Kirkpatrick, c'est très, très bien. Effectivement, hein, ça permet de prendre du recul et de se dire: «On n'est pas là pour, l'important, c'est ce qui reste à la fin d'une formation». Donc je regarde. C'est bon pour vous? Allez, on avance un petit peu. Donc, maintenant, je vous l'ai dit tout à l'heure, on va parler de la gamification et c'est intéressant parce que la gamification est un mot, est un mot valise et on va mettre beaucoup de choses à l'intérieur. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que le terme de gamification a été popularisé avant tout par des gens qui font des jeux vidéo, hein. Faire un jeu vidéo, ça coûte très, très cher. Et il y a assez peu de jeux vidéo qui réussissent vraiment. Il y en a peut-être 1 sur 10. Beaucoup sont des flops, avec une perte énorme d'argent et comme l'économie du jeu vidéo brasse beaucoup, de ressources, il a été investi, du temps pour comprendre qu'est-ce qui amenait les gens à jouer, à continuer à jouer. Donc au début, la gamification, hein, c'était vraiment, qu'est-ce qui amène des joueurs à jouer? Qu'est-ce qu'on doit faire de façon à ce qu'ils restent accros et cetera. Et donc si on regarde la gamification, je vous l'ai présenté tout à l'heure, utilisation des mécanismes, de l'esthétisme et de l'esprit du jeu dans un contexte autre que le jeu. Autrement dit, on va décomposer ce qu'on aurait dans un jeu et on va l'utiliser. Alors, la gamification, ça sera des éléments du jeu, mais à un moment donné, si on les recombine, on pourra retrouver un jeu pédagogique. Finalement, un jeu pédagogique, c'est un vrai jeu, ce que j'appelle un vrai jeu, hein, c'est un jeu pour jouer. C'est un vrai jeu dans lequel on va enlever des éléments ou modifier des éléments pour en faire un jeu dont la vocation, c'est l'apprentissage. Et donc, par rapport à la gamification, on va avoir quoi? La gamification événementielle. C'est-à-dire, je vais à un moment donné faire en sorte de marquer les esprits. On va faire un truc dont le but, c'est de marquer les esprits. Ça va être un souvenir, on va prendre des photos, on a vécu une expérience.
Mais fondamentalement, donc par exemple, l'escape game, si c'est pour passer une soirée ensemble, se marrer et puis garder un bon souvenir avec des photos, c'est très, très bien. C'est fait pour ça, hein. Mais le risque étant que ça marque tellement les esprits qu'il n'y a pas forcément de bande passante pour le reste. Vous aurez après la gamification marketing. Alors, c'est la plus connue, la plus utilisée, d'accord? C'est j'achète 9 cafés, le 10e est offert. C'est les likes, c'est les points bonus, c'est comment on va proposer un certain nombre de récompenses qui amènent les personnes à continuer, hein. Et ça serait intéressant de les mobiliser. Mais on pourra prendre cette gamification marketing plutôt que de donner des points durant une formation, se rendre compte qu'on est en train d'apprendre des choses, que ça sera utile, quelque part, me donne plus envie de continuer la formation que d'avoir accumulé 1500 points. D'accord, hein? Si l'activité est riche et utile, les points vont venir renforcer ça. Si l'activité est peu riche et inutile, les points ne changeront pas. D'accord? Mais la gamification marketing, c'est important. Tiens, vous avez fait 3 modules sur 4, vous en êtes à 75, bravo, continuez, c'est important. Mais ce n'est pas suffisant si le fond est faible. Donc, on pourra effectivement, dans un parcours, retravailler l'aspect événementiel, comment on lance le parcours, on va aussi travailler sur l'aspect marketing, mais c'est largement insuffisant si on ne travaille pas les autres. Alors, vous avez ensuite la gamification jeux vidéo ou jeux pour jouer, et elle est tout à fait légitime pour les éditeurs de jeux. Alors, jeux physiques, jeux digitaux, hein. L'objectif de quelqu'un qui vend des licences, qui vend des abonnements à World of Warcraft, League of Legends et autres jeux, son objectif, c'est de vous rester sur votre siège, que vous passiez vos soirées à jouer. Candy Crush, c'était ça. Le but, c'est de vous amener à continuer à ça, mais on est sur la gamification pour que vous soyez accro. Et, et si on l'utilise trop en formation, là où à faible dose, ça peut être efficace, à forte dose, ça serait plus efficace. Vous voyez, le risque de ces trois gamifications, bah, c'est on a passé un bon moment, on est accro, on est sur le fun, mais la valeur ajoutée est faible et tout ça pour ça. Vous avez une étude qui est sortie, les jeunes diplômés dénoncent les absurdités des team building. Alors, bon, déjà, il faut relativiser. Ça a été fait sur 35 étudiants sortant de grandes écoles prestigieuses. Mais effectivement, dans les journées d'intégration, moi, je rencontre, quand on forme les tuteurs et mes collègues aussi, on a des alternants ou des nouveaux entrants qui disent ouais, bon, on a fait 2 jours, on a couru partout, on a fait. Mais globalement, peut-être qu'on n'a pas appris autant qu'on devrait. Par contre, on peut utiliser un bon team building bien fait, peut être extrêmement efficace. Et enfin, le dernier qu'on va rechercher, c'est la gamification pédagogique. C'est-à-dire, je vais aller chercher des éléments dans les 3 autres, plus d'autres choses, mais dans l'objectif d'augmenter l'effet des actions de formation. Si vous avez un parcours à distance et qu'il est faible, c'est pas en rajoutant des points ou des badges que les personnes vont continuer. Il y aura besoin de retravailler peut-être la valeur ajoutée du contenu, l'intérêt, la façon de démarrer, la façon d'y aller progressivement, le fait d'en voir l'utilité plus rapidement, et cetera. Et après, peut-être qu'on rajoutera une petite couche de gamification marketing ou jeux vidéo, de façon à amplifier les effets. D'accord? Mais l'objectif de la gamification pédagogique, elle est bien pour nous formateurs et formatrices, d'augmenter le retour sur investissement des actions de formation. Et donc, si on démarre par le jeu, il y a un risque d'aller plutôt sur le moyen que la finalité. Si on décompose la gamification, donc le niveau 1, et c'est très bien, hein, je vais utiliser un ingrédient. Alors, les avatars, on distribue des cartes, je note des éléments sur des cartes, on mélange des cartes, chacun reçoit une carte, on répond à la carte. Enfin, après tout, pourquoi pas, hein, ça peut aider, mais globalement, ça peut aider à renforcer quelque chose d'existant. Le piège, bah, c'est qu'on est sur de la motivation extrinsèque, qui vient de l'extérieur. On est sur de la stimulation. Tant qu'il y a des points, on continue. Le jour où les points s'arrêtent, on s'arrête. Et alors, il y a un risque, il y a trop de points, trop d'enjeux dans le jeu, que finalement, les participants se prennent au jeu et qui perdent de vue l'objectif, qui est quand même le développement des compétences. Donc ça, on va l'utiliser avec modération. On va en parsemer à certains endroits, mais ça dépend du public. Deuxième élément qu'on va voir, alors là, c'est un peu plus riche, on va utiliser des mécanismes ou des éléments de jeu. Alors, c'est pas un jeu,
mais on va prendre des éléments. Ça peut être un jeu de rôle, ça peut être des cartes qu'on va tirer au sort, ça peut être un quiz. Il y a beaucoup d'activités de facilitation. On va coller des post-it, on va faire un speedboat, c'est-à-dire on va faire des visuels avec à droite l'endroit où on veut aller, à gauche l'endroit d'où on part, en haut ce qui peut nous aider. Voilà. On va utiliser tout un tas d'éléments qui font qu'on n'a pas besoin d'un jeu, mais qu'on va quelque part créer de la ludicité. Et après tout, on peut faire des choses très sympas sans qu'il y ait un jeu. Hein. On peut faire des choses très très sympas et quand on retravaille des scénarios pédagogiques, déjà on retravaille la scénarisation, c'est-à-dire l'alternance d'activités, et on va mettre plutôt des activités pédagogiques que des jeux. Hein, quand on a démarré les formations Réussir ses priorités, qui sont un de nos best-sellers, on avait une activité qui durait 1 heure où les gens jouaient pendant 1 heure et ils débriefaient sur c'est compliqué de s'organiser quand il y a de l'urgence. Moi, je me suis dit 1 heure pour ça. Bah maintenant, on a une activité ludique très puissante qui dure 5 minutes, qui est très forte émotionnellement et ça nous laisse 55 minutes pour débriefer, pour exploiter, pour faire le lien. Moralité à la fin, les participants disent pas: «On a bien joué à un jeu qui montrait que c'était compliqué de s'organiser». Ils disent: «Le jeu m'a montré, ce que c'était difficile et surtout on a vu ce qu'on devait faire et comment et c'était bien, c'était chouette d'avoir investi 1 heure de notre temps pour faire ça». Hein, parce qu'en formation, ce qui a changé, c'est qu'avant beaucoup de participants, ils venaient en formation comme ils venaient en vacances. Ah, c'était un peu: je sors du flux». Maintenant, on a tous du boulot, donc on a intérêt à ce que le temps soit utile. Alors, on est bien d'accord, ce que je dis depuis le début, hein, c'est la formation pour des adultes en poste dans le cadre de la formation continue. Ça va être différent dans d'autres cadres. Si besoin, et uniquement si besoin, on va utiliser un système de jeu. Pourquoi si besoin? Parce que ça veut dire qu'on va devoir faire en sorte que nos apprenants apprennent un système de jeu. Moralité, ça sera une surcouche cognitive. Si on peut, avec une activité ludique, arriver à un résultat, autant ne pas ramener un système de jeu. Mais finalement, le Trivial Poursuite, c'est quoi? C'est un quiz avec un plateau de jeu et des pions. Mais si les contenus sont faibles, bah, le jeu ne sera pas terrible. Si les contenus sont riches, s'il n'y a pas que du question à choix multiples, s'il y a des épreuves, bah, le jeu permettra d'accumuler des points. Les activités ludiques permettront de varier et de travailler différents éléments de la taxonomie de Bloom ou de ce que vous voulez. Moralité à la fin, on aura fait autre chose que de faire un QCM ou de poser un quiz. C'est bon? Et grande différence entre le jeu et le jeu pédagogique, et ça c'est un gamer qui vous parle, c'est un joueur qui vous parle. La différence dans un jeu, c'est qu'on est là pour jouer, pour rejouer. Il y a une courbe d'expérience. Hein, moi, il y a des jeux que j'achète avec des copains, j'y joue depuis des années. L'objectif, c'est de rejouer. Plus on joue, plus on progresse, et cetera. On va passer du temps et puis il y a un effet gamer, hein. Si je prends un jeu pédagogique, un jeu existant, il y a un risque que quelqu'un qui connaisse ce jeu, bah, finalement, il vous tue le jeu ou il dit aux autres: «Fais comme ça». Non, un bon jeu pédagogique, c'est un mauvais jeu. C'est ce que je dis souvent. C'est un mauvais jeu. C'est-à-dire ça ressemble à un jeu, ça a le goût d'un jeu, mais c'est pas un vrai jeu. Parce que l'objectif, c'est pas de jouer, l'objectif, c'est de se servir d'éléments du jeu pour atteindre, la finalité. Alors maintenant, comment on s'y prend? Alors, je vais vous présenter des éléments, mais on intervient principalement avec des entreprises, des organisations. Alors je sais bien que dans les gens qui nous regardent, il y a des formateurs, des OF. J'adore mes confrères, mais j'ai un intérêt limité à rentrer dans le détail de certains éléments. Donc il y a des choses que je vais vous montrer, puis il y a des choses, bah, si vous voulez en savoir plus, contactez-nous, travaillez avec nous. D'accord? Donc, on a au début déjà, on va partir des objectifs et pas des moyens. Donc, le jeu est un moyen, hein, ce n'est pas un objectif. Le jeu est là pour nous aider à être plus efficaces. On va démarrer. Quel est l'objectif ultime de la session de formation? Qu'elle dure 1 heure, 1 journée, 1 semaine? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils apprennent? D'accord? On retrouve Kirkpatrick et ses 4 niveaux. Et puis, on va se dire, on commence jamais par le jeu. On compare toujours le jeu avec une autre activité, ce qu'on appelle le ROTI. Le return on time invested. Vous voyez, c'est ce qu'on demande à la fin d'un atelier en disant, vous allez lever la main, si vous faites ça, vous avez perdu votre temps, si vous levez 5 doigts, c'est que c'était génial. Ce qui permet, si les gens sont à 4 ou 5, c'était bien. C'est-à-dire qu'ils se disent: «Le temps que j'ai investi est bien». Bah, c'est le même principe. Tiens, voilà, j'ai une activité qui est bien, qui prend 45 minutes.
Si avec un jeu, je dois mettre 2 heures pour atteindre les mêmes résultats, après tout, mais pourquoi pas? Si ça crée plus d'émotions, si mais à condition qu'on ait bien comparé avec autre chose. Et puis on pense pas jeu, mais séquence pédagogique. Peut-être 5 minutes de jeu pour 1 heure de séquence pédagogique. Ensuite, on va continuer à avancer, puis on va se dire, vous voyez, voilà des exemples de jeux qu'on a créés ou qu'on utilise. Bah, on a par exemple une fiction qui s'appelle, Les Trois rivières. Ça permet, pendant une formation d'alterner des moments, où on sort du cadre dans la fiction, puis des moments où on revient sur la situation des participants. Ça leur permet de travailler les conditions de réussite des projets. Mais on a créé cette fiction parce que ça permet d'augmenter ça plutôt que de proposer, des exercices classiques. Pareil, le passage à SAP, passer à SAP, l'objectif de ce qu'on avait créé, c'était d'aider des personnes à se projeter sur le passage à SAP, qu'est-ce que ça allait changer et comment faire. Et alors un point très important qui est souvent sous-estimé, surtout quand on est à distance, parce que je sais qu'il y a des personnes qui m'ont posé des questions par rapport à la distance, ça s'appelle la charge cognitive. Alors, on a en haut, on a des ressources cognitives. Alors plus ça avance dans la journée, moins il y en a. Et puis si la nuit précédente, on a mal dormi ou on est malade, il y en a beaucoup moins, d'accord? Et donc, c'est ce qu'on a. Et puis, ce qui va rester une fois qu'on enlève la charge cognitive, c'est l'apprentissage. Mais ce qui va nous coûter de la bande passante, c'est ces 3 trucs-là. Vous avez le support. Si pour moi c'est nouveau, si je dois apprendre à me servir, du quiz, du jeu, de la tablette, de la classe virtuelle, c'est la première fois que je suis une classe virtuelle à distance, pour moi c'est un effort, d'accord? Vous avez ensuite la tâche à réaliser. La première fois qu'on fait une carte mentale, hein, vous savez, un schéma heuristique, un mind mapping, la première fois qu'on fait une carte mentale, on est on va dédier nos ressources cognitives à comprendre: «Mais c'est quoi ce truc?» «Ah oui, on met un truc au milieu, puis on fait des bandes qui partent autour» et à force de le faire, ça va devenir, plus simple. Et puis il y a le sujet. Moralité, si à distance ou en salle, vous prenez un support nouveau avec des tâches nouvelles sur un sujet qui est peu connu par les apprenants, mais ils apprennent rien. Ou si, à la fin, ils ont appris à se servir de la tablette, ils ont appris à réaliser un mind mapping et puis, blabla. Donc, on va vraiment se dire, on va dégamifier, hein, ce qu'on appelle dégamifier. Donc, hein, si le support et la tâche, consomment trop d'attention et si le sujet est nouveau, il y aura peu d'apprentissage. À la fin d'un jeu trop jeu, on se souvient du jeu. Donc on va réduire le coût, c'est-à-dire des choses moins longues et on va dégamifier, on va virer tous les trucs qui sont sympas quand on joue, mais pas quand on est en formation, hein, le moins possible. Parce que si on sort de là en disant: «Ah ouais, ah j'ai appris un jeu génial qui consiste avec des cartes à faire ça et alors, tu as appris quoi grâce à ça?» «Bah, génial, hein, de mettre des cartes», voilà. OK. Donc cette charge cognitive, elle est encore plus forte, en distanciel. Moi, j'ai commencé une collaboration avec un organisme que vous connaissez sûrement qui s'appelle Youno, il y a 7-8 ans. Je suis l'expert pour la formation de formateurs, la conduite du changement, gestion des conflits, management hybride. Et le constat que je fais depuis des années, c'est qu'il y a besoin à distance d'utiliser la règle du x2. 2 fois plus de temps d'échange, 2 fois moins de contenu, 2 fois plus de temps pour la montée en compétences par rapport aux outils. Quand je démarre avec un groupe, qui a pas l'habitude d'être à distance, je commence pas à mettre du WooClap, à mettre du machin, à mettre du bidule. Non, je vais commencer tout doucement, on va commencer par un premier truc, puis se connecter, puis ensuite progressivement et quand les participants sont à l'aise, on peut aller plus loin. Bah, c'est le même principe avec un jeu et ça, c'est une vraie réflexion à avoir. Vous avez ensuite se focaliser sur ce qui sera utile. Alors ça, c'est vraiment important. On rencontre beaucoup de contenus qui sont assez faibles ou qui sont faits par des personnes qui connaissent mal le sujet ou pas. Donc, ils vont aller sur internet, ils vont demander à ChatGPT. Moralité, on va avoir ce qu'on appelle de la machine à saucisses. C'est-à-dire, on met de la saucisse dans la machine et puis ça sort des belles petites saucisses. Ce qui va être important, c'est de regarder, bah, qu'est-ce qui est vraiment utile, de rencontrer des participants, des gens qui ont de l'expérience. Un exemple de ce qu'on a réalisé sur la réussite des changements, il y a un outil très important qui s'appelle les réactions au changement, mais c'est pas tant l'outil qui va être utile. Ça va être à travers différentes séquences pédagogiques d'amener les personnes à prendre conscience de comment je peux me servir de ça pour moi et pour d'autres personnes. Et on a créé par exemple une fiction qui s'appelle L'aventure de l'endurance et à travers des activités assez simples, dans une histoire, on va voir ce que c'est, mais on a gardé beaucoup de temps pour que les apprenants
à chaque moment et à la fin, se disent, bah, par rapport à ce qu'on a vu, comment ça peut m'être utile? Ensuite, bah, alors, on va élaborer un scénario avec des séquences pédagogiques variées et du temps. Ça, volontairement, je l'ai masqué parce que c'est un moment important qu'on passe en formation et reconstruire un scénario pédagogique, changer les équilibres, pas faire théorie le matin, pratique l'après-midi, pas faire quiz, 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 et cetera. C'est un élément très important et ça, c'est un truc qu'on travaille énormément avec, les gens qu'on accompagne parce qu'avant de mettre du jeu, déjà peut-être rééquilibrer la partition, d'accord? You know, c'est U-N-O-W. You know. Oui, c'est vrai. Vous avez raison de me poser des questions parce que moi, ça me paraît évident. You know. U-N-O-W. Vous aurez ensuite, on va gamifier l'action de formation. Alors là, hein, c'est intéressant parce qu'on va faire des boucles. On avance et puis vous savez, dans la méthode de conception, on revient en arrière, on a pensé un truc, puis en avançant et c'est là où on va se dire: «Maintenant que j'ai un bon scénario, bah, comment je vais intégrer des éléments?» Une histoire, vous voyez, les 3 rivières, cette histoire permet de comment on peut avoir des activités variées, d'un jeu de construction, une réflexion en équipe, un challenge, un jeu de rôle et Comment on va allier, coopétition, la coopétition, c'est, je joue contre le jeu où je joue contre l'animateur, hein, coopération, si on joue ensemble pour obtenir quelque chose et compétition, à un moment donné, on est en compétition par rapport à d'autres personnes et à l'intérieur, il y aura des éléments. Il y a aussi la progression. Se voir progresser, voir qu'on apprend, avoir des moments où je me rends compte que depuis ce matin, j'ai appris des trucs qui me seront utiles, c'est énorme, hein. Pour l'engagement, c'est énorme et c'est pas une question de points, c'est une question de: «Ah ouais, mais c'est bien ce qu'on a vu ce matin parce que j'en avais besoin» et pas attendre la fin de la formation pour faire ça. Et puis autre point qu'on va beaucoup travailler, c'est la rétroaction et le test, la consolidation, se servir du jeu ou des éléments de jeu pour de façon variée, faire en sorte qu'en ayant, focalisé à plusieurs occasions sur les priorités de la formation, les apprenants quand ils ressortent, ils les fait suffisamment pour que ça soit plus facile pour eux pour le refaire après. Alors pareil, hein, j'ai flouté ce qu'il y avait parce que c'est des éléments qu'on va travailler et je me suis rendu compte que si je vous le présentais sans l'avoir bossé, ça faisait très théorique. Alors là, je suis à la peine, hein, parce qu'habituellement, je fais pas ce genre de choses. Je parle pas pendant pendant une demi-heure ou 45 minutes, hein. D'accord? Alors et puis ensuite, on va choisir et placer un jeu et on va se dire: «À ce moment-là, tiens, une activité ludique, non, mais j'ai besoin d'un truc un peu plus riche» et là, vous voyez, le jeu Polaris, c'est un jeu en conduite de projet qu'on utilise au démarrage, sur des formations qui durent au moins 2 ou 3 jours, parce que sur une journée, on prend des choses plus courtes et ça va permettre pendant, 30 ou 45 minutes à une équipe de vivre une expérience projet, ce qui permettra après de faire des liens. Hein, mais à chaque fois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, attention, il y a le temps de jeu et le temps de jeu dans la séquence. On va réduire la consommation des ressources cognitives, il faut virer les règles additionnelles et optionnelles, et puis on va dégamifier avec des partenaires avec qui on travaillait. On a pris des jeux existants, on les a dégamifiés. Et ben, une fois qu'ils sont dégamifiés, c'est beaucoup plus facile à animer et beaucoup plus utile pour les participants. Puis ensuite, on va choisir des jeux ou des activités ludiques. Alors maintenant, quand j'ai démarré, on n'arrivait pas à trouver de jeu. Maintenant, vous tapez jeux pédagogiques, il y en a une palanquée, et nous, on partage finalement des sources dans lesquelles on peut trouver. Mais maintenant, c'est plus un problème de quelle activité ludique. C'est quelle activité ludique va être utile pour mon sujet. Hein, parce qu'attention, si on démarre par un jeu, le risque, c'est de vouloir à toute force le mettre. Mais en tout cas, moi, il y a plusieurs jeux que je déconseille. Hein, par exemple, le Trivial Pursuit, non pas que ça soit un mauvais jeu, mais c'est sans fin, comme le jeu de loi, il faut prendre d'autres dynamiques. L'escape game, si sauf s'il est dégamifié énormément et puis alors éviter le Marshmallow Challenge parce que maintenant, Marshmallow Challenge, tout le monde l'a fait. Je me souviens d'un participant qui me dit, «Jérôme, vous pensez quoi du Marshmallow Challenge?» Je lui ai répondu: «Marshmallow Challenge, c'est un truc qu'on utilise quand on débute». Il me dit: «Oui, parce que j'ai plein de gens qui viennent me voir en disant: "On est des pros du ludique" et ils me proposent le Marshmallow Challenge". Alors c'est un très bon jeu, mais il est utilisé dans beaucoup d'écoles. La chance qu'il y ait des gens qui l'aient déjà fait dans le groupe est énorme. Par contre, ce que j'ai fait à plusieurs occasions, c'est que je savais qu'ils avaient fait le Marshmallow Challenge et genre, j'ai proposé une version qui illustrait un point que je voulais aborder qui était: ils lisaient pas les consignes dans les projets. Et ben, le fait que je propose un truc qui ressemblait au Marshmallow Challenge a fait que, bah, ils m'ont dit, ils ont fait le Marshmallow Challenge. Moralité, quand on a débriefé, ils se sont rendus compte qu'ils avaient pas lu les documents, mais ça, c'était volontaire. J'avais travaillé sur le fait que j'allais les surprendre. Et enfin, dernière étape,
bah, on va créer, adapter l'activité et ça peut être un jeu, une activité ou autre, on va la tester, on va la faire plusieurs fois, on va la modifier et éventuellement, on va continuer ou la remplacer par une activité plus simple. Voilà, donc ça, c'était la séquence que je souhaitais vous proposer par rapport, au sujet que je souhaitais aborder et qui était renforcer les actions de formation avec la ludopédagogie et la gamification pédagogique et volontairement, hein, je vous l'ai dit au démarrage, au début, c'était plus un webinaire d'1 heure, c'était un webinaire d'une demi-journée et c'est normal parce que j'ai repris des éléments qu'on aborde avec les gens qu'on accompagne pour faire ça, d'accord? Alors maintenant, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous aimeriez que je revienne plus en détail? Dites-moi. Et s'il y a des choses que j'ai pas vues alors c'est quoi le marshmallow challenge? Marshmallow challenge, vous donnez des spaghettis crus, on est d'accord, parce que cuits, c'est pas possible. Vous donnez un chamallow, vous donnez de la ficelle ou du scotch et le challenge, c'est, de faire une structure. On a 18 minutes pour faire une structure où le marshmallow sera le plus haut possible et voilà, voilà et merci, merci Younes, merci Laura, voilà, hein, non, merci, voilà. Donc, le risque, c'est qu'effectivement, il y a pas de feedback et il y a pas de et donc et concrètement, bon, le grand truc du Marshmallow Challenge, c'est qu'en général, les adultes font la structure en spaghetti et seulement à la fin mettent le chamallow géant qui écrase tout. C'est un jeu très, très bien pour illustrer l'importance de régulièrement vérifier, d'itérer, enfin, c'est vraiment un jeu très intéressant, mais attention, hein, il y a d'autres, alors, quelles sont les alternatives au quiz? Bah, le quiz, c'est quoi? Le quiz, c'est de la connaissance, d'accord? Le quiz, c'est de la connaissance et si je f alors dans beaucoup de modules de e-learning, mais aussi dans beaucoup de formations en salle, on présente un contenu, puis on finit par un quiz en disant: «Voilà, on a testé qui savait». Oui, il savait dans le quart d'heure qui a suivi, la présentation, mais peut-être que l'après-midi ou le lendemain, ils ont oublié. Donc, à votre avis, qu'est-ce qu'on peut alors je vous propose que c'est une très bonne question, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Déjà, on n'est pas obligé de mettre du quiz. On peut mettre des épreuves, hein, on peut mettre des épreuves, on peut mettre du glisser-déposer, on peut mettre de l'association, on peut mettre de la réflexion. Alors, on est d'accord, hein, entre le synchrone et l'asynchrone, je suis tout seul devant mon écran, mais on a des activités beaucoup plus riches. On a maintenant avec l'IA, ça va arriver, bon je pense que c'est pas encore complètement pertinent, on pourra faire corriger des questions ouvertes. Alors, quelle serait votre proposition de méthode pour interroger les jeux dans un scénario pédagogique? Heu, alors, la méthode, c'est de regarder, c'est de partir de la fin, en se disant: «À la fin de la formation, qu'est-ce qui me fera dire que la formation est une réussite?» C'est quoi? C'est qu'ils ont passé un bon moment, qu'est-ce qu'ils ont travaillé et comment faire? Et puis ensuite de se dire: «À quel moment le jeu ou les jeux qu'on met à l'intérieur vont aider à ça. Alors, je vous montre un exemple de voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on met en place. Alors, c'est pas quelque chose qu'on fait beaucoup. Je suis le seul à le faire au sein des Ecos Concept. Je le fais parce que j'ai plus de 30 ans de pratique, et de la gamification et de la pédagogie et de la conception pédagogique et de tout ça. C'est pas créer des jeux, hein. Vous avez beaucoup de prestataires qui proposent de créer des jeux, d'aller chercher les jeux de TID et cetera. C'est très, très bien, mais c'est pas le but. Là, dans l'exemple précis, c'est quoi? Avec un groupe, on va se mettre d'accord sur un type d'intervention, hein. Ça se fait uniquement en intra-entreprise. Pourquoi? Parce que, bah, si on est dans le monde, de la fabrication, si on est dans le monde social, si on est selon les gens qu'on va avoir, on fera pas les mêmes jeux et moi, je ne me sens pas capable et c'est pas possible de faire, une formation pour tout le monde sur tous les sujets. Donc on va choisir un type de sujet. Par exemple, je suis intervenu pour des préventeurs. C'est quoi des préventeurs? C'est des personnes qui interviennent en entreprise et qui font des ateliers de prévention à des risques physiques, des risques d'hygiène, des risques, les risques psychosociaux et cetera et vous avez dans cet univers une grosse création de jeux, mais qui sont faits souvent soit par des experts qui rajoutent du jeu, soit par, des game designers qui prennent ce que disent les experts et qui le transforment en jeu et donc ce qu'on a fait avec ce client-là, c'est d'abord, on a sélectionné un certain nombre de jeux qu'ils avaient achetés ou qu'ils avaient créés. Moi, je les ai regardés, je les ai analysés. Puis une journée pour voir ce que c'est que le jeu, comment on fonctionne, comment on décompose un jeu, comment on crée un jeu. Ce qui a permis aux participants
de retravailler ce qu'ils avaient fait. Et la deuxième journée qui était après, on a repris des éléments et on a été plus loin. Et on s'est rendu compte que la majorité des jeux qui avaient été créés par des organismes publics ou parapublics, il y avait en général 20 à 30% du contenu qui était super intéressant, mais les systèmes de jeu étaient super longs, du style des jeux avec parcours, je lance mon dé, je tire une carte, je réponds à une énigme. Et donc, si on commençait à filtrer à l'intérieur, qu'on prenait que les pépites et qu'on les scénarisait, ça permettait d'arriver à un super truc. D'accord? Donc effectivement, c'est toujours de se dire, par rapport au temps qu'on a, le retour sur investissement. Alors, combien de temps faut-il pour finaliser un outil pédagogique gamifié? C'est une question de test. Heu il y a quelques années, j'avais créé un jeu pour un client, c'était quelque chose d'assez ambitieux, il fallait que les gens prennent conscience que c'était, on peut réussir tout seul, mais si on continue à vouloir réussir tout seul, la boîte, elle va couler. Donc c'était comment réussir à plusieurs sans tomber dans le monde des bisounours, de il faut aider tout le monde et cetera. Et j'avais créé un jeu vraiment spécifiquement pour un client avec des activités et cetera. Je le présente au formateur interne et moi, quand je le présente, il le trouvait bien et moi je trouvais qu'il y avait un arrière-goût, hein, parce qu'on a une idée, mais c'est en le testant et quand je l'ai testé, je suis revenu à mon bureau en disant: «Non, il y a un truc qui ne va pas». Donc 2 jours après, j'ai rappelé mon client alors qu'ils allaient le déployer en disant: «Écoutez, non, là j'y réfléchis, on devrait le faire autrement». Il a fallu que je le convainque parce que ça c'était prévu et cetera. J'ai revu les formateurs, je leur ai dit: «Voilà, je vous présente la V2». Et au début, ils trouvaient la V1 très bien. Et quand j'ai présenté la V2, ils m'ont tous dit: «Ah ouais, c'est drôlement plus simple et évident». Voilà, donc il faut le cuire, le recuire et le recuire. Un site de référence, tapez Tiagui, Thiagi. Vous avez pas mal de Français qui ont traduit. Alors Tiagui est un créateur de jeux. C'est un créateur de jeux, c'est un créateur d'activités. Il y a quelques années, j'avais fait son séminaire à Tiagui, on était une vingtaine. Il y en avait 5, 6 qui avaient de l'expérience de la pédagogie et puis d'autres qui débutaient. Les gens qui débutaient, elles trouvaient qu'il était formidable. Nous, à la fin des 3 jours, on a trouvé qu'il était très, très bien, Tiagui, mais ça me manquait un peu de pédagogie, hein, donc mais Tiagui propose des activités ludiques. Alors, tac, 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 la meilleure méthode qu'on peut utiliser avec les enfants. Alors là, je vous ai bien parlé avec les adultes, c'est très différent avec les enfants, hein, rapprochez-vous de personnes, c'est vraiment le monde du jeu et des enfants, c'est assez différent du monde du jeu et des adultes, hein. Moi vraiment, je préfère pas aller sur ce sujet-là parce que je vais vous donner, c'est pas ma pratique. Moi, je bosse avec des adultes, des jeunes adultes et des adultes. Que pensez-vous du jeu Jeopardy? Du bien, à condition que hein, c'est comme Question pour un champion ou Qui veut gagner des millions. Il faut que le contenu soit utile, ça soit pas un jeu de rapidité, qu'on demande aux participants d'expliquer leurs réponses, parce que si c'est uniquement, trouver la question et la réponse que je vous donne, l'impact, l'effet sur l'apprentissage est faible. Alors, attention, hein, j'ai rien contre un petit jeu au démarrage d'après-midi, 5 minutes pour remettre en dynamique. Moi, je parle bien d'un jeu dont la vocation, c'est de donner un plus, plus de valeur ajoutée. Alors, quelle différence entre des serious games et la gamification? Et vous avez 2 heures. Les serious games sont une sous-famille de la gamification. Alors, la gamification, c'est une décomposition des éléments de jeu et du jeu. Vous voyez, par exemple, dans la gamification, on va retrouver la montée en compétences. Si vous achetez un jeu vidéo, les créateurs de jeux vous proposent des tutoriels, y aller progressivement. C'est-à-dire quand vous commencez à jouer à un jeu vidéo, vous démarrez pas avec toutes les possibilités. On y va progressivement, un petit peu, et cetera. Il y a ce qu'on appelle la montée dans le jeu. Il y a le tutoriel, hein, et ben, en formation, le tutoriel, pas donner tout dès le début, y aller progressivement. Ça vient de la gamification, hein, c'est un élément important, mais c'est pas un jeu. Votre avis sur Kahoot? Alors Kahoot, moi j'évite. Non pas que ça soit pas bien, mais c'est un jeu de rapidité. Enfin, si vous voulez vous amuser entre amis, faire un jeu de culture générale, pas de problème. Mais quel intérêt d'avoir des gens qui tapent comme, rapidement, sur leur smartphone pour essayer de répondre avec un aspect de rapidité? Sauf si vous voulez un challenge, sauf si vous voulez, trouver le meilleur de l'équipe. Mais j'ai rien contre, contre Kahoot, hein. C'est juste qu'on est là pour que les gens apprennent, on n'est pas là pour qu'ils gagnent, un championnat. Quel logiciel utilisez-vous pour faire vos jeux pédagogiques? Aucun.
logiciel, non, aucun. Comment cela s'écrit? Alors j'ai Tiagui, voilà. Y a-t-il une question de dosage? Bah, je dis juste ce qu'il faut, juste ce qu'il faut. Non, ça dépend du sujet, ça dépend du moment, ça dépend du public. Vous pouvez avoir on a chez Ecos Concept des formations extrêmement gamifiées où il y a pas de jeu. Là, demain après-demain, je vais aller à Lille, animer pour un client une formation qui s'appelle «Réussir ses priorités», qui fait un vrai succès, les gens le trouvent super. Il y a pas vraiment de jeu, mais il y a plein de petites activités ludiques qui vont permettre qu'on ne soit pas dans le théorique. Mais à la fin des 2 jours, moi, ce qui m'intéresse, c'est que les apprenants, ils disent, par rapport à la réussite des priorités: «Ça, c'est bon, ça, j'ai bien vu, puis je me suis pas ennuyé, c'était vivant, on a bien échangé, c'était concret» et cetera. Moi, s'ils me disent: «On a bien joué à la gestion du temps», ça m'intéresse pas. Alors, un site de référence, essayez OpenSeriousGame.org. Open Serious Serious ah! OpenSeriousGame.org. Ça a été créé par Alexandre Couache et 2-3 autres personnes. Moi, j'ai collaboré à ce site et par manque de temps, vous trouverez à un moment donné ma photo un peu plus jeune où je donne quelques repères pour bien utiliser les serious games et jeux pédagogiques et j'avais créé un jeu sur, lead animator qui était comment gérer les apprenants, difficiles. C'était sympa de créer ce jeu, mais je m'en sers jamais parce que j'ai d'autres activités, moins ludiques et tout aussi efficaces. Alors, on reparlera de Kahoot à Ludinor. Alors effectivement, il y a Ludinor. Alors Ludinor est un salon qui a lieu le 3 ou 4 avril. Moi, j'ai fait celui de l'année dernière. C'était super sympa, c'était super chouette. On va pas y retourner parce que déjà, on est très pris par notre activité et nos clients sont pas des clients qui recherchent des jeux. Nos clients sont des organisations qui souhaitent améliorer l'efficacité des actions de formation. Alors, je ne dis pas que ceux qui viennent à Ludinor viennent pas pour ça, mais ceux qui viennent à Ludinor viennent surtout chercher du jeu. Et vous verrez des gens super, des convaincus, des fanas, mais moi je me suis rendu compte que passer 2 jours pour parler avec des fanas, eh ben, il y avait d'autres priorités. Alors, travaillez-vous oui, avec des images, des photomontages, absolument, ce qui marche très, très bien, hein. Vous avez par exemple hein, hop, c'est l'autre vous avez le photolangage. Hein, le photolangage, c'est quoi? On met des photos sur la table et puis on va donner un sujet. Les participants choisissent un sujet en rapport à une carte en rapport avec le sujet. L'intérêt, c'est pas la carte, c'est 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 effectivement ce qu'on va dire. C'est un peu comme le Lego Serious Play, mais vous pouvez utiliser aussi les cartes de Dixit. Sauf que Dixit étant un jeu pour famille et enfants, les cartes sont un peu plus oniriques et vous avez des organisations dans lesquelles, par exemple dans l'industrie, je vais plutôt utiliser des cartes un peu plus sérieuses. Hein, c'est celle de Tiagui. Tiagui a fait des cartes à une époque. Est-ce que vous les voyez? Voilà, j'utilisais des cartes qu'utiliser des cartes où il y a un risque que les participants trouvent que c'est enfantin. Alors, est-ce qu'il manque des questions? Voilà, apprendre par le jeu, absolument. Vous allez avoir des activités de Tiagui. Alors, pour Dixit, il faut demander les droits. Oui, oui, alors je parle bien de si on veut réutiliser. Ah, mais si vous avez un paquet de cartes que vous utilisez dans votre animation, non, je parle bien si vous voulez l'intégrer dans un jeu que vous voulez vendre, il me semble. OK? Alors, je vois Thierry, mais je pense que je vois de quel Thierry il s'agit. Absolument. Il y a tout un tas de communautés, mais quand il n'y avait rien, on était un peu perdus. Maintenant, c'est l'effet inverse. Il nous reste 2 minutes. Est-ce qu'il reste des questions? Est-ce qu'il reste des questions? Alors, je vous montre juste, hein, voilà, hein, ce qu'on fait et cetera. Alors, quel type de jeu pour améliorer la relation avec un client? Mais n'importe quel type de jeu, d'accord? Alors, oui, alors Ludinor Pro, c'est du jeu pour le jeu par des gens qui aiment le jeu, d'accord? Hein, et vraiment, vous avez des gens super, des passionnés, hein, si j'avais pu y aller, j'y serais allé, mais si vous cherchez du jeu, c'est l'endroit où il faut aller. Si vous cherchez à améliorer un parcours et cetera, il y a un risque, hein, pour tous ceux qui ont un marteau, tous les problèmes sont des clous et je fais exprès de dire ça, car ceux qui sont à Ludinor vont me jeter des cailloux, mais c'est pas grave, hein. L'année dernière à Ludinor, j'avais fait une intervention qui était: «Il ne suffit pas de jouer pour apprendre, il ne suffit pas de jouer pour apprendre, alors comment peut-on apprendre en jouant?» OK? Voilà. Donc pour conclure, hein, la gamification, le jeu pédagogique, le jeu sérieux, ce sont des super outils. Je m'en sers depuis plus de 30 ans, c'est un vrai bonheur. Ce webinaire aujourd'hui, c'était pour vous donner des pistes et pour faire en sorte que bien utilisé, tout le monde se dise: «Oui,
c'est bien un outil au service de la formation et utile. Parce que s'il est mal utilisé, il y a un risque que des personnes qui ne connaissent pas, bah, se disent finalement le jeu, ça sert à rien. Sur ce, on arrive à la fin de ce webinaire. Je vous remercie de votre participation. S'il reste une dernière question, tu ne sais pas apprendre à l'arbre, tu ne sais pas apprendre, ah! Tu ne sais pas apprendre au poisson à monter à l'arbre. Ah, souvent on a envie de jouer non, oui, de repenser, merci, excellent. Alors si vous souhaitez en savoir plus, si vous voulez qu'on vous accompagne, si vous voulez qu'on vous aide, bah, vous avez, je crois, en haut de l'écran ou en bas, vous cliquez et puis, on échangera, on partagera et puis, si vous avez des questions, c'est avec plaisir. Voilà, donc j'étais très content de faire ce webinaire après les 8 premiers qui étaient oui, oui, alors j'anime des formations pour apprendre à concevoir des jeux pédagogiques, mais on le fait exclusivement pour des formateurs internes, chez des clients entreprises. Hein, parce qu'on a besoin d'avoir des sujets qu'on va traiter, hein. Après, vous aurez des personnes, vous cherchez sur le net, qui vont vous apprendre à faire des jeux, hein. Il y a, Aurélien Lefrançois, qui fait ça très bien, enfin, il y en a plein d'autres, d'accord? Mais eux, c'est des game designers. Voilà, merci à vous. On arrive au bout de ce webinaire. Ah là là, j'ai réussi en c'est vous ne pouvez pas savoir le nombre de slides que j'ai enlevés en me disant: «Ah ça c'est bien, mais non, allez enlève-les, ça va être en trop» et cetera. Je refais des meet-up. Bah non Stéphane, je suis désolé, mais alors là, tu vois, je suis devenu feignant. Je suis alors, à une époque, j'animais des meet-up, un meet-up qui s'appelait «Réinventer la formation en présentiel» et effectivement, j'ai vu qu'il y avait des personnes qui étaient présentes. Ah maintenant, tu sais, derrière mon écran, j'ai plus besoin de me déplacer. Non, là, pour l'instant, c'est pas dans mes priorités. Merci à vous, bon après-midi, excellente formation, excellent jeu et à très bientôt. Merci, au revoir. Alors, hop, on va aller au bout. 5, 4, 3, 2, 1. Au revoir. Allez, il faut 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde. Excellent, c'est parti.